Chers amis du cluster francophone, donc au nom des organisateurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Donc, je m'appelle Miyako et je suis responsable pour le cluster francophone au sein du secrétariat du partenariat sur la transparence dans l'accord de Paris, mieux connu comme PATPA. Je rappelle juste que le cluster francophone, c'est un groupe régional et qui est soutenu par différents bailleurs et aussi avec plusieurs partenaires. Donc, notamment, je suis très heureux que vous êtes là, la FAO et le PNUD et d'autres. Donc aujourd'hui, je suis très contente et je suis très ravie qu'on a l'occasion aujourd'hui de vous présenter un résultat, disons, intermédiaire des travaux menés en Tunisie envers le nouveau cadre de la transparence renforcée. On était approchés par vous, les partenaires tunisiens, et c'est vraiment dans cet esprit-là que nous, le cluster francophone, étant aperçu qu'on est une plateforme pour des échanges d'informations et des bonnes pratiques de façon pérenne. Et ce matin, je vous invite fortement à tirer les meilleurs de ce réseau d'experts et expertes francophones en Afrique et surtout de l'exemple courant de la Tunisie. Je voudrais remercier nos collaborateurs. Tout d'abord, donc l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie en Tunisie, Madame Afev. Merci beaucoup d'être avec nous et de vous présenter vos résultats. Le bureau d'études NRData, Monsieur Florent Gauthier. Le CITEPA, un bureau d'études également basé en France, Monsieur Mohamed Houssam Belouane, et tous mes collègues du projet JZ qui s'appelle Renforcement des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre de la CDN en Tunisie. Donc, c'est un projet financé par l'Allemagne. Et étant très conscient que beaucoup d'entre vous, et moi-même, on est tous fatigués des réunions virtuelles. Donc, autant plus, merci beaucoup pour votre temps très précieux. Et avec ce mot, je déclare ce webinaire ouvert et je laisse la parole à Helena. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miyako, pour ces mots d'ouverture et je passe la parole à Akram pour une petite mot d'ouverture de la GZ Tunisie. Merci Elena, merci Miyako. Nous sommes vraiment très contents d'organiser ce webinaire du côté GIZ Tunisie, on va dire. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Akram Hamza, coordinateur national au sein de la GIZ Tunisie et aussi conseiller technique sur les questions en lien de transparence. Réellement, on est très ravis de vous voir parmi nous aujourd'hui et aussi d'avoir exprimé votre intérêt de participer à ce webinaire. Donc, en réalité, ce webinaire rentre dans le cadre de projet renforcement des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre de la CDN tunisienne. Et il est financé par l'initiative climatique IKI et exécuté conjointement par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et le ministère de l'Environnement. Le projet en général a un focus sur 3 axes et appuie le pays à mettre ou renforcer 3 axes. Donc, le premier axe, ça concerne tout ce qui est cadre institutionnel et réglementaire pour améliorer, pour mieux répondre en fait aux exigences internationales par rapport à l'accord de Paris et les différentes décisions des COP. Un deuxième axe aussi qui porte sur le renforcement des opportunités pour mobiliser la finance climatique au niveau national. Et un troisième axe, c'est le vif du sujet. D'ailleurs, ce webinaire rentre parmi les activités de cet axe-là, c'est de renforcer les aspects techniques en lien avec le suivi, l'évaluation des CDN, des objectifs climatiques, soit au niveau sectoriel, soit au niveau national. Donc, le webinaire, donc l'objectif du webinaire, bien évidemment, Elena vient de le mentionner, va vous donner un aperçu sur un travail récent élaboré en collaboration avec l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et le groupement de bureaux d'études CETEPA et NRData. Je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que ça aurait, normalement, il y aura assez de présentations pour vous présenter les détails, mais le travail, généralement, a pu déboucher sur une nouvelle approche pour assurer un suivi, évaluation de la mise en œuvre de la CDN tunisienne. Et on va vous présenter les fondamentaux de cette approche-là au cours de ce webinaire et aussi faire le lien avec le nouveau cadre de transparence
de l'accord de Paris. Donc, avec ça, j'espère que je vous souhaite une bonne participation et j'espère que vous allez profiter des différentes présentations. Il y aura à la fin une session de questions-réponses. N'hésitez pas surtout à poser vos questions ou à lever la main pour poser directement votre question. Avec ça, je cède la parole à notre collègue Elena. Merci Akram. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Nejib Osman pour la première présentation, les experts énergétiques en Tunisie. Nejib, tu veux que je projette la présentation? Oui, très bien. Bonjour. Je me présente, Nejib Osman, je suis expert énergie, changement climatique et j'ai eu l'occasion donc d'appuyer le projet mise en œuvre de la CDN en Tunisie, le projet de la GIZ. Et c'est à ce titre que j'ai eu l'occasion donc de participer aux travaux de développement de cette méthodologie, la méthodologie de décomposition des effets. Alors, je voudrais vraiment vous remercier pour l'organisation de cet événement fort intéressant, surtout à la veille de la COP 27. Comme vous le savez, hein, tous les pays ont déjà soumis deux CDN, une CDN initiale et une CDN mise à jour. Mais pour les pays en développement, ce qui attire l'attention, c'est que finalement, au niveau de la mise en œuvre, mais surtout au niveau du suivi de la mise en œuvre, il y a besoin d'aller vers les outils et les méthodologies pour assurer surtout le suivi du progrès de mise en œuvre de la CDN. Et finalement, c'est à ce titre que finalement la méthodologie de décomposition des effets est une méthodologie assez importante. C'est une opportunité, surtout à la veille de deux échéances assez importantes. La première pour 2023, hein, c'est le bilan mondial. Et la deuxième échéance, c'est le premier rapport biennal sur la transparence. Alors, pour introduire un peu le sujet, je vous propose deux slides sous forme de deux questions. Pourquoi, finalement, on a besoin d'une méthodologie pour le suivi de la CDN? Et deuxième question, quel type de méthodologie faut-il choisir? Alors, pourquoi on a besoin, finalement, surtout pour les pays en développement, d'une méthodologie de suivi de la CDN? Alors, comme vous le savez, au niveau du suivi des travaux d'atténuation et des politiques climatiques, avant l'accord de Paris, l'outil par excellence, c'était le MRV. Et avec l'accord de Paris, et surtout avec l'article 13 de l'accord de Paris, donc l'accord de Paris a mis en place, a instauré le cadre de transparence renforcé qui vise en particulier le suivi, le développement des outils qui permettent finalement d'avoir une idée sur les progrès réalisés en matière de politique climatique, notamment à travers la CDN. Alors, le support qui permet le rapportage sur la transparence, c'est bien sûr le rapport biennal sur la transparence, un rapport qui est prévu à partir de 2024. C'est un travail assez important pour les pays en développement, dans la mesure où c'est une occasion qui devrait leur permettre de montrer surtout les travaux qui ont été réalisés, les progrès qui ont été réalisés surtout au niveau de la CDN. Alors, comme vous le savez, ce rapport regroupe en gros 4 composantes, hein, l'inventaire, le suivi de la CDN, une partie sur l'adaptation et la dernière partie sur tout ce qui est suivi des transferts technologiques et flux financiers. Mais ce qui nous intéresse le plus par rapport à la méthodologie de suivi, c'est surtout l'inventaire et la méthodologie de suivi. Comment suivre la CDN? Ces deux outils sont très importants. Alors, pour l'inventaire, on a une approche commune, on a une méthodologie commune pour tous les pays. C'est l'approche de l'EPCC ou la méthodologie de l'EPCC 2006 et récemment, bien sûr, la méthodologie de 2019. Mais pour la CDN, on n'a pas encore une méthodologie commune et rares sont les pays en développement qui ont
chercher à développer ou à adopter aussi des méthodologies ou des outils de suivi de la CDN. D'où donc l'intérêt pour les pays en développement d'aller vers une méthodologie spécifique qui devrait leur permettre à terme d'assurer ce suivi de la mise en œuvre de la CDN. Slide suivante. Alors, maintenant, la question qui se pose. On a bien vu qu'il y a un besoin d'une méthodologie. Mais quel type de méthodologie? Ça, c'est un élément assez important. Et on s'est posé la question au niveau de l'ANME et de la GIZ. On s'est posé cette question. Quel type de méthodologie faut-il choisir pour assurer le suivi de la CDN? Alors, la référence pour nous, c'était l'accord de Paris qui exige tout ce qui est clarté, transparence et compréhension de la CDN. Et c'est à ce titre qu'on a pensé à la méthodologie de décomposition des effets. C'est une méthodologie relativement connue au niveau international, notamment au niveau des travaux sur la transition énergétique, notamment au niveau des travaux de suivi de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Et c'est aussi à ce titre qu'on a fait appel à l'expertise d'Enerdata. L'idée, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision. Bien sûr, on a choisi le secteur d'énergie comme, disons, une première étape, mais l'idée, c'est d'aller à terme vers un outil qui nous permet de suivre la mise en œuvre de tout ce qui est politique climatique à travers la NDC ou la CDN et la SMBC, mais aussi avec un accent particulier sur le suivi de la politique de transition énergétique dans la mesure où l'énergie reste le secteur le plus important, encore plus pour la Tunisie. Elle a quand même une expérience et elle a une vision claire au niveau de la politique de transition énergétique. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer à partir du choix de cette méthodologie? On peut dire qu'on a finalement deux principaux objectifs assez liés, ou deux objectifs, disons, réalisés à travers cette méthodologie de décomposition. Le premier objectif, cette méthodologie nous permet surtout d'avoir une idée sur les écarts par rapport aux objectifs de la CDN. Et cet écart se retrouve aussi bien au niveau global qu'au niveau sectoriel, au niveau de toute la CDN, au niveau d'un secteur particulier de la CDN ou au niveau d'un sous-secteur de la CDN. Donc ça, c'est le premier output ou le premier objectif. Le deuxième, et c'est le plus important, comme son nom l'indique, une méthodologie de décomposition, donc on va décomposer les effets, et l'idée, c'est de comprendre quelles sont les causes qui sont derrière les écarts par rapport aux objectifs de la CDN. L'idée aussi, c'est de comprendre l'impact de chaque effet qui nous permet d'avoir une idée non seulement sur la différence par rapport à l'objectif, mais surtout de comprendre quel est l'impact sur, disons, l'évolution des émissions associées à l'objectif et d'avoir une idée assez claire sur les actions à entreprendre, surtout pour rectifier le tir par rapport à l'objectif assigné. Et là, on a fait un travail assez détaillé sur le secteur de l'énergie. Et au niveau des effets, en gros, pour vous donner une idée, les principaux effets qui ont été analysés de point de vue écart, de point de vue contribution, de point de vue impact sur l'objectif de la CDN, il y a la croissance économique, bien sûr, le PIB, mais il y a le niveau du PIB, mais il y a aussi la structure du PIB. Ça, c'est un élément assez important de point de vue explication des impacts. La population, bien sûr, et les leviers techniques au niveau du secteur de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est efficacité énergétique, tout ce qui est énergie renouvelable. On a eu l'occasion aussi de travailler aussi sur l'électrification des usages, mais la liste pourrait être élargie à d'autres
leviers en fonction, bien sûr, de l'ambition climatique du secteur de l'énergie. Ce travail a été fait pour le secteur en tant que tel, mais le travail a été aussi réalisé pour les sous-secteurs. Donc, quand on dit sous-secteur, c'est essentiellement les bâtiments, le transport, l'industrie, avec un accent particulier sur le secteur électrique, dans la mesure où le secteur électrique est la pierre angulaire de la transition bas carbone du secteur d'énergie d'une manière générale. Voilà l'intérêt, en gros, de cette méthodologie, c'est qu'elle nous permet d'aller dans les détails et comprendre encore mieux ce qu'il faut faire pour surtout aller à terme vers la trajectoire de neutralité carbone. Et c'est un peu l'esprit donc de l'accord de Paris. Donc ce travail a été fait sur le secteur d'énergie, mais on a profité aussi de cette méthodologie pour l'appliquer aujourd'hui sur tous les secteurs concernés par l'atténuation. C'est un travail aussi qui a été réalisé sur la dernière année de la CDN 2021. Et donc, on a fait un premier exercice pour l'évaluation des progrès réalisés sur l'année 2021 au niveau de la CDN. Donc, c'était un premier exercice pour appliquer cette méthodologie. Maintenant, c'est bien d'avoir une méthodologie, mais le plus important, si on veut réussir l'utilisation de cette méthodologie, quels sont les préalables, les prérequis? Il faut surtout penser à avoir un système d'information énergétique dynamique qui évolue en fonction des besoins de la méthodologie. Il faut aussi penser à avoir tout un programme de renforcement de capacité qui concerne bien sûr tous les secteurs, disons, concernés par l'atténuation d'une manière générale. Mais quand on parle de renforcement de capacité, il y a bien sûr le processus de collecte de données, il y a aussi la maîtrise de la méthodologie, mais il y a aussi un autre volet, c'est l'analyse des résultats de l'application de cette méthodologie. Et dernier pilier, l'arrangement institutionnel, c'est un élément assez important. Il faut avoir une appropriation, aussi bien au niveau national qu'au niveau sectoriel, de façon à assurer la réussite de l'utilisation de cette méthodologie. J'espère que je n'étais pas long et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Najib, pour cet cadrage. Aussi, on ne te voit pas très clair. Peut-être tu peux juste enlever ta caméra ou le réouvrir. Sinon, je passe la parole à Florent Gauthier, chef de projet chez Enerdata, qui va vous présenter la méthode et l'outil. Oui, bonjour, merci Elena, merci Najib. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Florent Gauthier, chef de projet chez Enerdata, un bureau d'études basé à Grenoble et spécialisé dans les bases de données énergie-climat et dans les exercices prospectifs. Alors, tout d'abord, moi, je vais vous parler de l'outil qu'on a développé dans le cadre du projet au sein du consortium Enerdata, Citepa et Alcor. Et je vous propose d'abord de se poser, de savoir quelles questions on s'est posées. On s'est posé tout d'abord, c'est cette question-là qu'on se pose pour entamer un exercice de décomposition, à savoir comprendre quelle est la variation, comprendre ce qui se cache derrière une variation des émissions de gaz à effet de serre, ou pour ceux qui ont choisi l'indicateur comme la Tunisie de l'intensité carbone, qu'est-ce qui se cache derrière une variation entre une année 1 et une année 0 et une année T. Et ça peut être même voir ce qui se passe derrière une absence de variation. On peut avoir une stagnation des émissions, une stagnation de l'intensité carbone. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on se pose la question, ça, au niveau global, donc à l'échelle du pays, de la Tunisie, tout secteur confondu, ou, comme le dit Najib, par sous-secteur. Ensuite, on a toute une problématique de mettre les émissions de gaz à effet de serre ou l'intensité carbone sous forme d'équations avec ce qu'on appelle des facteurs explicatifs, qu'on appelle aussi des effets ou des déterminants. Donc ça, je reviens sur ça juste après. Au même moment où on met sous forme d'équation, il faut qu'on se demande aussi, a-t-on les données nécessaires
permettant d'alimenter les équations et les calculs, donc les données nécessaires aux facteurs explicatifs. Ces données sont-elles complètes ou est-ce qu'il y a des trous dans les données? Et dans quel cas, on peut être amené aussi à ajuster nos équations. Et enfin, il faut faire un choix de méthode statistique. Je vous montrerai ça succinctement, mais il y a un choix qui doit être fait pour que ce soit le plus pertinent possible dans l'objectif final qui est d'être utilisé comme un suivi de CDN. Alors, j'ai pris un exemple, l'exemple des émissions de gaz à effet de serre globales. Et je vous propose de vous présenter un peu le type de réflexion qu'on a quant à la mise en équation. Donc pour ceux qui ont un peu la fibre maths, voilà, on part des émissions de CO2 et on va rajouter les différentes données qu'on a pour obtenir une équation avec plusieurs facteurs. Donc ici, par exemple, en faisant intervenir les données de démographie, on obtient deux termes, donc l'intensité, les émissions par habitant fois le nombre d'habitants. Si on fait intervenir les données économiques, donc le produit intérieur brut, on va avoir 3 termes et enfin on en fait apparaître 2 nouveaux ici. CO2 sur PIB, donc l'intensité carbone de l'économie, et le PIB par habitant. Si on fait intervenir un troisième type de données, on a une équation à 4 termes. Ici, on fait intervenir CEP, la consommation d'énergie primaire. Et là, on a l'apparition de 2 termes nouveaux, l'intensité carbone de l'énergie primaire et l'intensité énergétique primaire de l'économie. Combien d'énergie primaire on consomme pour produire un point de PIB? Cette fameuse équation, c'est l'entité de Kaya, c'est celle qu'on reprend généralement dans ce genre d'exercice. Et ici, on est allé un peu plus loin. On a mis les données de consommation d'énergie finale. Donc, après la transformation d'énergie primaire à énergie finale, ce qui fait apparaître 2 termes. Le terme CEP sur CF, donc production d'énergie primaire sur production d'énergie finale, c'est l'efficacité de la transformation d'énergie. Et CEF sur PIB, donc consommation d'énergie finale par PIB, c'est l'intensité énergétique finale, combien les secteurs consomment pour produire un point de PIB. Et notre équation s'est arrêtée avec l'intégration des énergies fossiles. Donc, quelle est la consommation d'énergie primaire d'origine fossile parmi la consommation d'énergie primaire? Et là, on a 2 termes nouveaux qui apparaissent, le facteur d'émission des énergies fossiles, du mix fossile, et la part des énergies fossiles dans cette consommation d'énergie primaire. Donc là, vous voyez, on obtient une équation ici avec, on a 6 termes en ayant du coup comme données les émissions plus les 5 qui sont ici. Voici le travail un peu de mise en équation. Et pour que ce soit un peu plus représentatif, hein, c'est-à-dire visuel, je vous propose ce schéma-là. Donc, on va essayer d'expliquer le delta de CO2 entre 2 années. Donc, imaginons une période de 4 ans. On va savoir comment a varié ces émissions avec le contenu carbone, quelle est la quantité de gaz à effet de serre des énergies fossiles, le mix primaire, donc quelle est la part d'énergie fossile qu'on a dans notre mix d'énergie primaire, la fameuse efficacité de la transformation liée principalement à la branche énergie, l'intensité énergétique finale, une fois qu'on a des énergies finales, donc du diesel par exemple, de l'électricité, quelle est la quantité de richesse produite à partir de ces intrants. On a l'effet PIB par habitant, donc un effet richesse, et un effet population. Donc ces 6 effets-là vont être contributeurs à la hausse ou à la baisse de la variation des émissions de CO2. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir quantifier ces 6 effets-là. J'ai la même slide pour l'approche sectorielle. Donc avant, c'était l'approche globale à l'échelle du pays, de la Tunisie. Ici, on est sur une approche sectorielle. Donc prenons par exemple le tertiaire ou l'industrie. On va avoir, ça va être différent selon les secteurs, mais globalement, on va rester autour de 5 grands piliers qui vont être le fameux contenu carbone que l'on a, donc quel est le CO2 contenu dans une unité de diesel par exemple, un effet mix, quelle est la part de produits pétroliers, la part d'électricité dans notre mix énergétique final. Également l'efficacité énergétique du secteur en question,
quelle est, par rapport à sa production, quelle est la quantité d'énergie dont il a besoin. Et là, on voit un effet de structure qui apparaît, surtout pour l'agriculture tertiaire et industrie, à savoir qu'il y a des sous-branches liées à chaque secteur, et chaque sous-branche peut varier de poids dans l'économie ou dans les productions. Donc, on affecte aussi une partie des émissions de gaz à effet de serre ou de la variation à cet effet de structure. Et enfin, l'activité, c'est celui qui peut parler peut-être le plus à tout le monde. Ça peut être la valeur ajoutée du secteur, des tonnes de ciment produites, des trafics pour le transport, par exemple. Ça, c'est notre variable d'activité qui évolue aussi dans le temps et qui va contribuer à la hausse ou à la baisse. Voilà. Alors, pour faire ça, pour passer de cette équation, passer de l'équation à 6 facteurs et pour obtenir la quantification, il faut choisir une méthode statistique. Alors, on a fait le choix après un benchmark des différentes méthodes qui existent. On a fait le choix de partir sur la fameuse méthode LMDI, Logarithmic Mean Divisor Index. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais il faut savoir que c'est une approche statistique éprouvée en macroéconomie qui a été appliquée de nombreuses fois sur les secteurs énergétiques et qu'on applique de plus en plus à l'aspect émissions de gaz à effet de serre. Elle a plein de propriétés intéressantes par rapport aux données qu'on avait. Et à savoir que c'est aussi une méthode assez standard puisqu'elle a été utilisée dans le dernier rapport 3 du GIEC pour estimer, pour décomposer aussi les différents scénarios. C'est utilisé par Eurostat, l'AIE, etc. Donc on est parti sur ça, pour être transparent. Après, s'il y en a qui ont des questions spécifiques, je pourrais répondre. Et avant de vous montrer à quoi ça ressemble, alors l'outil qu'on a développé, c'est un outil développé en Excel pour des questions de simplicité et que ça puisse être réutilisé à l'avenir. On a un onglet de base de données qui alimente ensuite des onglets de calcul. Alors dans les onglets de calcul, comme je disais, ou comme Sinejib a dit, on travaille au niveau des émissions et de l'intensité carbone à l'échelle du pays, et pour ça, il n'y a pas une quantité de données trop grande à avoir. On va dire qu'on a 50 variables, 50 inputs, qui donne déjà un bon aperçu des résultats, et Madame Afef vous présentera ça par la suite. Quand on passe à l'échelle des secteurs, donc les 5 secteurs, plus la branche énergie, donc principalement la production d'électricité, et les émissions fugitives qui sont dans le périmètre de la CDN2, là on a besoin de plus de variables. On avait des inputs d'environ 300 variables, donc c'est des séries entre 2010 et 2020, des séries uniques. Et ensuite, voilà, on peut agréger aussi les émissions de gaz à effet de serre sectorielles et comparer ça à l'approche globale. L'outil qu'on a fait permet d'avoir un périmètre CDN1, mais comme la CDN était en train d'être révisée au moment des travaux, on a une option pour inclure justement les émissions fugitives et ce qui est dans le périmètre de la CDN2 révisée. Et la finalité, c'est d'obtenir des graphiques en cascade que je vais vous montrer dans la slide suivante. Et oui, petit mot sur ces 300 variables. On a réussi pour la Tunisie à avoir 100% des données grâce à un gros travail de mon collègue Houssem qui est au CITEPA, et on a réussi à les avoir entre 2010 et 2020, la plupart étant observés ou quand il manquait des données, on les a reconstitués. Alors la finalité, parce que voilà, c'est pour passer des équations à quelque chose de plus sympa, la finalité, c'est d'obtenir un graphique en cascade de ces types-là. Donc on part à gauche sur une valeur des émissions à l'année 1, donc ici par exemple c'est 2015, et on arrive à un niveau d'émissions à l'année finale. Et on va affecter des effets contributeurs, donc en bleu foncé, on va pouvoir montrer quels sont les effets contributeurs à la hausse des émissions et quels sont les effets contributeurs à la baisse des émissions, ici en orange. Donc sur cet exemple des émissions de gaz à effet de serre au niveau global, on a voilà, des effets démographiques et richesse à la hausse, et puis des effets intensité énergétique finale, transformation, mix et contenu carbone à la baisse. Donc ça permet d'apprécier ce genre de graphique qui donne beaucoup plus d'informations que si on prend juste le point de départ et le point d'arrivée, où on a une simple hausse des émissions de gaz à effet de serre. Merci.
Ça, c'est pour les émissions. L'intérêt de travailler, de faire également la décomposition avec l'intensité énergétique. Voici le même type de graphique avec l'intensité énergétique sur le même cas. Et sur ces années d'exemple que j'ai pris, on peut voir que les 4 effets qu'on peut mettre en avant ont été tous contributeurs à la baisse. Donc les deux approches, les deux indicateurs sont complémentaires et on obtient un grand nombre d'informations sur ces 4 années. La manière dont on a fait l'outil aussi, et ça c'est important à souligner, c'est que on a souhaité que sous condition d'avoir une base de données actualisée chaque année, une base de données ou un système d'information énergétique, sous cette condition-là qu'elle soit actualisée, nos calculs sont mis à jour automatiquement pour l'année N+1. Ce qui permet aux personnes de l'ANME de pouvoir réutiliser cet outil l'année suivante et injecter les valeurs à partir de leur système d'information énergétique. Les études peuvent se faire à des pas de temps qui peuvent être annuels, donc on peut vérifier dans 2021 par rapport à 2020, mais on peut aussi vérifier sur une période plus longue, 2010-2020, 2010-2021, donc ça c'est tout flexible. Et le fait d'avoir utilisé Excel permettra aussi à l'ANME de rajouter, s'il le souhaite, des agrégations plus fines, des effets plus fins, puisque ce qu'on fait à l'échelle d'un secteur comme le résidentiel global, on peut le faire sur un sous-usage du résidentiel. Donc, on peut regarder la climatisation, le chauffage et faire exactement ça. Donc, j'ai mis les exemples d'effets qu'on peut avoir, comme les activités, les taux d'équipement, le dimensionnement des équipements, etc. etc. Tout l'enjeu et toute la complexité, c'est juste d'avoir les données. Et ça, c'est le principal point, c'est que plus on est fin et plus il nous faut des données. Et enfin, sur cet outil, il pourrait être réutilisé en prospective. Si on alimente la base de données avec des valeurs simulées pour les années 2021 à 2050, on peut avoir ces graphiques en cascade sur cette période à venir. Et ça permet d'analyser, déjà de mettre en relief les tendances passées avec les tendances futures du scénario et de se rendre compte aussi des changements et des déterminants à actionner. Donc voilà, l'objectif, ce sera d'appliquer ça, et je l'espère, en prospective. Et je vous remercie pour votre attention, en espérant ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Florent, pour cette présentation de l'outil. La prochaine, c'est Afef Jafar de l'ANME de la Tunisie pour présenter un peu les premiers résultats de l'application de l'outil et de la méthodologie. Elena, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, tu peux juste projeter en plein écran. C'est déjà fait. D'accord, on ne le voit pas encore. Ah, d'accord. Parce que moi, c'est un écran. Est-ce que ça change ou pas? Non, mais sinon, ça va aussi. Juste l'agrandir un peu en bas à droite. Alors, Elena, c'est en plein écran ou pas? Il n'y a rien qui a changé, Non? malheureusement. Mais ça va, on peut le lire pour le moment. Si tu veux partager ton écran, parce que moi, Ouais, je peux le j'arrive pas à faire. faire autre chose. Je vais D'accord, arrêter. ça va. Ouais. Comme ça, c'est plus clair. Voilà. Mieux comme ça. Oui, très bien. Très bien. Alors, rebonjour. Alors, c'est Afef Jafar. Je suis de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous aujourd'hui l'expérience de la Tunisie en termes de développement d'une méthodologie de suivi de la CDN pour le secteur de l'énergie.
Donc, comme ça a été indiqué au niveau de la première présentation par monsieur Haussmann, le cadre général dans lequel s'insère cette initiative et les raisons qui nous poussent à développer une méthodologie de suivi de la CDN, mais aussi par la suite par monsieur Florent Gauthier de Enerdata qui a présenté la méthodologie qui a été retenue pour le cas tunisien. Pour ma part, je vais présenter plus les enjeux de la CDN tunisienne, mais aussi quelques résultats de l'application de la méthodologie de décomposition pour le secteur de l'énergie en Tunisie. Donc, je vais commencer par rappeler les enjeux de la CDN tunisienne. Ensuite, je présenterai quelques résultats. Je n'irai pas dans tous les détails des chiffres, mais je vais essayer de présenter les principaux résultats, mais aussi de tirer les leçons pour l'utilisation d'une telle méthodologie pour d'autres pays. Alors, la Tunisie, conformément aux exigences de l'accord de Paris, a soumis une première contribution déterminée au niveau national en septembre 2015, avec un objectif de réduction de l'intensité carbone de 41% en 2030 par rapport au niveau de l'intensité de 2010. 13% de cette intensité serait atteint à travers un effort inconditionnel, donc sans appui international, et 28% à travers un appui international. Donc, il est important de signaler pour cette première CDN qui a été soumise que le périmètre retenu n'inclut pas tous les postes de l'inventaire pour le secteur de l'énergie principalement. Et on s'est limité aux émissions liées à la combustion, donc principalement les émissions fugitives n'ont pas été comptabilisées. Et on verra par la suite l'impact d'une telle décision en termes de suivi. J'y reviendrai. Ensuite, conformément à l'article 4 de l'accord de Paris, la Tunisie a actualisé sa CDN et avec un objectif plus ambitieux de réduction de l'intensité carbone de 45% en 2030 par rapport à 2010, avec une augmentation également de la part inconditionnelle de la CDN qui est aux alentours de 27% et 18% de la CDRN serait donc atteint à travers un appui international financier, oui, donc c'est la partie conditionnelle. Il est à signaler également qu'au niveau de la CDN actualisée, les émissions exclues dans la première CDN ont été réintégrées pour couvrir tous les postes de l'inventaire des émissions de GES. Alors oui, c'est important maintenant de se fixer des objectifs à travers les contributions déterminées au niveau national, mais il va falloir pouvoir les atteindre. Et pour ce faire, je pense qu'il faut réellement mettre en place un système de suivi rigoureux. Suivant, Elena, s'il te plaît. Donc pour ce faire, il y a eu une méthodologie une méthodologie qui a été développée, en collaboration avec la GIZ et qui a été mise en place par Enerdata et Citepa, pour pouvoir, suivre les émissions, de la CDN tunisienne, sur la période 2015-2020. Il y a eu 2 périodes en fait, mais je vais me contenter de la première période qui a été, de la première période de la CDN qui est la période 2015-2020. Donc l'objectif de la méthodologie, bien sûr, c'est d'avoir déjà une méthodologie, mais après de pouvoir l'appliquer selon 2 approches. Une approche globale, telle que ça a été présenté par Florent sur l'ensemble du secteur de l'énergie, et une approche sectorielle incluant 6 branches, donc énergie, industrie, transport tertiaire, agriculture et résidentiel. L'objectif, c'est de pouvoir quantifier ex post les effets ou les déterminants qui expliquent la variation des émissions d'une année à une autre, de mesurer l'efficacité des politiques énergie-climat et voir dans quelle mesure ces politiques contribuent à atteindre les objectifs de la CDN, mais aussi et surtout apporter les mesures correctives nécessaires pour se mettre sur la bonne trajectoire de la mise en œuvre de la CDN. Donc cet exercice, comme je le disais, a été fait selon 2 approches. Donc il y a eu l'approche globale. Suivant s'il vous plaît. Donc il y a eu l'approche globale, et l'idée c'était, comme ça a été mentionné au départ, c'est de pouvoir comparer les émissions, d'une année à une autre. Donc, selon l'approche qui a été utilisée, l'exemple, que vous voyez sur l'écran, c'est la période 2015-2020 et d'expliquer à travers la méthodologie de décomposition les effets ayant contribué, pardon, à la variation des émissions entre ces 2 années. Donc, comme vous voyez sur le graphique, entre 2015 et 2020, les émissions du secteur de l'énergie tunisien ont baissé d'à peu près 1,8%. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir quels ont été les effets qui ont contribué à cette variation des émissions. Donc, cette baisse entre 2015 et 2020 est la résultante de plusieurs effets qui, pour certains, ont contribué à l'augmentation des émissions, telles que la démographie, donc la population, l'intensité énergétique, le contenu carbone. Et pour d'autres,
ils ont contribué à la baisse des émissions sur la période, tels que l'effet richesse, donc le PIB par habitant, l'efficacité de la transformation et le mix énergétique. Donc, les effets intensité énergétique et efficacité de la transformation ont eu un impact de sens contraire, en fait. L'intensité énergétique finale a augmenté entre 2015 et 2020 et a donc contribué positivement aux émissions. Une intensité énergétique finale plus élevée indique que l'économie tunisienne a consommé plus d'énergie en 2020 qu'en 2015 pour que l'économie en 2015 pour générer un même montant du PIB exprimé en dinars constants de 2010. À l'inverse, les gains d'efficacité du secteur de transformation énergétique, liés principalement à l'évolution des rendements dans le secteur de la transformation de l'énergie, ont contribué à la baisse des émissions. Donc, voilà en gros une idée, par exemple, sur une période bien déterminée, donc 2015-2020, sur les effets ayant contribué soit à la hausse, soit à la baisse des émissions, pour avoir au final un niveau d'émissions en 2020 et que vous voyez les effets se contrebalancent en fait. Il y a des augmentations sur certains effets, des diminutions sur d'autres, pour avoir au final un niveau d'émission qu'on pourra expliquer à travers cette méthodologie. Donc, je dirais que la difficulté rencontrée pour faire cet exercice, c'est le périmètre de la CDN que j'ai évoqué au départ. En fait, comme je disais, au niveau de la première CDN, il y a certains postes de l'inventaire qui n'étaient pas inclus dans la première CDN. Donc ce n'était pas vraiment possible de comparer les émissions réelles résultant de l'inventaire des émissions de GES en 2020 avec les émissions prévues au niveau de la CDN, puisque les périmètres ne sont pas les mêmes. Il a donc fallu soustraire les postes non considérés dans la première CDN. Et donc c'est un travail c'est en fait la question du périmètre rend un peu plus difficile le suivi de la mise en œuvre de la CDN. Suivant, Elena, s'il te plaît. Donc, peut-être que la leçon à tirer de cette expérience qu'on avait eue pour le contexte tunisien, c'est que la considération de tous les postes de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la CDN facilite largement le processus d'analyse et de suivi des progrès accomplis, de façon à pouvoir comparer directement les émissions réelles comptabilisées sur la base de l'inventaire et les émissions prévues au niveau de la CDN. Maintenant, si on passe à l'approche sectorielle, la segmentation, donc, comme je disais, comme ça a été présenté au départ, on peut aller dans plus de détails en termes de décomposition. Donc, c'est la segmentation suivante qui a été retenue pour la décomposition des émissions de gaz à effet de serre pour le cas de la Tunisie et conformément à la nomenclature de l'inventaire. Donc, il y a la branche énergie, transformation d'énergie, principalement c'est le secteur électrique, les industries manufacturières et construction, le transport, tertiaire, résidentiel, agriculture, foresterie et pêche. Suivant, Elena, s'il te plaît. Donc en Tunisie, la branche, donc je vais commencer par l'exemple de la branche énergie, qui est à mon sens le secteur le plus important, comme ça a été annoncé au départ par Synagib, puisque ça inclut le secteur de l'électricité qui, comme ça a été annoncé, c'est la pierre angulaire au niveau du secteur de l'énergie. Donc, pour la branche énergie, en Tunisie, elle comprend la production d'électricité, le raffinage du pétrole, la production de charbon de bois, ainsi que les consommations propres de la branche énergétique. Donc, pour ce cas de figure, seule la production d'électricité fera l'objet d'une décomposition détaillée. Donc, pour la décomposition du secteur de la production d'électricité, les effets suivants ont été mis en évidence. Donc, effet de la variation de la consommation d'électricité, c'est le premier déterminant du niveau de la production électrique. Effet de la variation des pertes sur le réseau électrique, qui se définissent comme le ratio entre la production d'électricité et la consommation d'électricité. Les changements dans le mix électrique, donc en gros, c'est la part des énergies renouvelables qui est introduite dans le mix électrique. La variation de l'efficacité des centrales et la variation du contenu carbone de la production d'origine thermique, et c'est plutôt lié au facteur d'émission. Suivant, s'il vous plaît. Donc, l'exercice qui a été mené a donné les résultats suivants.
Donc, sur la période 2015-2020, on voit que les émissions de la branche transformation d'énergie sont pratiquement restées inchangées. Cependant, on peut voir à l'intérieur, à travers la méthodologie de décomposition, quels ont été les différents effets qui ont contribué à ce que les émissions restent pratiquement stables sur la période 2015-2020. Donc, il y a eu une contribution positive aux émissions de la branche énergie, due à la hausse de la demande d'électricité et aussi à l'accroissement des pertes réseau. Cette contribution positive a été contrebalancée par une contribution négative aux émissions de la branche énergie du mix énergétique, c'est-à-dire la part croissante des sources de production renouvelables, et aussi de la hausse de l'efficacité des centrales thermiques à travers l'amélioration du rendement des centrales thermiques, la baisse du contenu carbone de la production thermique et des émissions résiduelles. Donc, on voit réellement aussi dans ce cas de figure pour la branche énergie qu'il y a eu des effets positifs, mais aussi des effets qui ont contribué à la baisse des émissions, mais qui se sont au final contrebalancés pour avoir des niveaux d'émissions plus ou moins équivalents entre l'année 2015 et l'année 2020. Par rapport à l'approche, en fait, je me suis contentée d'un seul exemple pour l'approche sectorielle, vu la contrainte temps, mais je dirais que d'une façon générale, la leçon à tirer, suivant Elena, s'il te plaît. Donc je dirais que la leçon à tirer de cette approche sectorielle, c'est que la disponibilité et la qualité des données est déterminante pour la méthode de la décomposition des effets et aussi pour la qualité de l'analyse. Ça a été déjà évoqué par Florent, le nombre de variables retenues pour pouvoir avoir les résultats escomptés en termes de décomposition au niveau sectoriel. Et plus les données sont désagrégées, plus l'analyse est précise et plus les politiques correctives sont mieux définies. Plus on a une idée plus claire sur les raisons qui ont fait que une variation X a été constatée entre une année et une autre, plus on pourra identifier là où il faut agir exactement pour pouvoir mettre en place, comme je disais, les politiques correctives qui nous permettraient d'aller dans le sens de la décarbonation du secteur de l'énergie et donc pour l'atteinte des objectifs prédéfinis de la CDN. Donc, pour conclure, je dirais que l'analyse de décomposition des effets est un outil analytique très puissant d'analyse de l'évolution des émissions sur une période donnée. Donc, elle permet d'attribuer des effets ou des facteurs définis au préalable une contribution chiffrée positive ou négative à une évolution constatée d'émissions de gaz à effet de serre. Elle permet d'identifier d'une façon précise les facteurs sur lesquels il faut agir pour se mettre sur la trajectoire de la décarbonation, mais aussi de mesurer l'efficacité des politiques énergie-climat au sens large et de voir dans quelle mesure ces politiques contribuent à l'atteinte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, notamment dans les CDN. Ceci ne peut que contribuer à l'objectif de transparence sur lequel les pays s'engagent au niveau de l'accord de Paris et principalement au niveau de l'article 13 de l'accord de Paris. Et c'est ce qui va justement être présenté au niveau de la présentation de OCEM qui vient juste après pour voir un peu quelle serait la relation entre ces méthodologies développées pour le suivi de la CDN et les exigences en termes de transparence au niveau de l'accord de Paris. Merci. Merci beaucoup, Afef, pour cette présentation. Donc, comme tu as déjà annoncé, je passe la parole à Houssem Belouane pour la dernière présentation. Merci beaucoup, Elena. Bonjour à tous, c'est Houssem Belouane, donc, du CITEPA, expert en énergie, climat et en transparence. Donc, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et c'est un grand honneur de participer à ces webinaires. Elena, est-ce que tu veux que je projette mon écran ou ce sera à toi de le faire? Tu te peux, oui, s'il te plaît. Parfait. Merci beaucoup. Alors, comme l'a bien indiqué donc Afef, et l'a bien indiqué aussi M. Najib à l'introduction, Florent a bien introduit le sujet. Alors, mon intervention va porter sur deux volets. Le premier volet, une application donc pratique de la méthode de décomposition sur la première année de mise en œuvre de la CDN actualisée, donc, qui a été soumise donc, en 2021. Donc, ça concernera l'année 2021. Là, on est en 2022, c'est-à-dire on est à N-1. C'est-à-dire, donc, on va rapporter un peu les résultats de l'année N-1.
Après, le deuxième volet, c'est justement de faire la relation entre la méthode et les exigences donc, de rapportage en matière de transparence par rapport au cas de transparence renforcée. Donc, alors, je rappelle juste très rapidement le contexte. Alors, le contexte dans lequel on a fait un peu cet exercice donc, de suivi du progrès accompli de la CDN tunisienne, c'était dans le cadre de l'élaboration du rapport donc, biennal actualisé 3 de la Tunisie. Donc, on a réalisé un inventaire national pour tous les secteurs GIEC. Là, quand je dis secteur GIEC, donc l'énergie, procédés industriels, utilisation des produits, secteur des déchets et agriculture, forêt et utilisation des terres, et autres utilisations des terres. Donc, cet inventaire-là, on est en train de le boucler sur la période 2010-2020. Et pour le secteur de l'énergie, on a réalisé un inventaire proxy pour l'année 2021. Donc, inventaire proxy, ça veut dire un inventaire approximatif sur la base du bilan provisoire de l'énergie pour l'année 2021. Mais on a aussi donc, fait, grâce à la collaboration avec l'ANME, l'Observatoire national de l'énergie, des données réelles sur le torsage et le ventique qui nous ont permis aussi de calculer les émissions fugitives. C'est-à-dire que on est en 2022, on a maintenant l'inventaire approximatif des émissions de l'année 2021. Et c'est justement cet inventaire de 2021 qui nous a permis de suivre le progrès accompli au niveau de la CDN, donc au niveau du secteur de l'énergie, à travers 2 indicateurs. Donc, le premier indicateur qu'on a utilisé, c'était le niveau d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie, exprimé en millions de tonnes de CO2 équivalent. Et le deuxième indicateur, c'est l'intensité carbone du secteur de l'énergie. Donc, exprimé en termes d'émissions divisé par 1000 dinars d'unité de PIB. Pourquoi alors l'intensité carbone? Pourquoi le niveau d'émission? Parce que déjà, l'objectif du secteur de l'énergie dans la CDN actualisée, comme d'ailleurs dans la première CDN, c'est l'intensité carbone. Et le niveau d'émission, donc ça permet aussi d'utiliser la méthode de compensation des effets pour voir un peu les variations entre 2 années. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au niveau de cet exercice donc pour l'année 2021. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a croisé donc, les valeurs réelles de l'année 2021 à partir de l'inventaire proxy par rapport aux prévisions de la première CDN actualisée pour ces 2 indicateurs. Donc, on a croisé donc, le niveau d'émissions prévu par la CDN par rapport au niveau d'émissions de l'inventaire pour l'année 2021. Et on a croisé donc, le niveau d'émissions d'intensité carbone prévu par la CDN par rapport à l'intensité carbone réelle de l'année 2021. Donc, on a eu vraiment des chiffres, mais donc, il fallait passer à une autre étape, c'était d'utiliser la méthode pour comprendre et expliquer les évolutions. Parce que finalement, quand on croise, quand on fait donc l'analyse entre 2 années, on a des chiffres, mais derrière ces chiffres-là, il faut bien comprendre donc, les dynamiques et quels effets ont contribué à la hausse, quels effets ont contribué à la baisse, pour justement comprendre, expliquer les évolutions entre les 2 indicateurs. Donc, cet exercice-là, il a été fait entre 2020 et 2021, donc sur la base, bien entendu, de l'inventaire actualisé, donc sur toute la série 2010-2021, pardon. Et ça nous a permis de mesurer l'impact de chaque déterminant donc, sur la variation de l'indicateur, c'est-à-dire les 2 indicateurs, le niveau d'émission et l'intensité carbone. Ça nous a aussi permis, et ça va être un peu le deuxième volet de mon intervention, de pré-remplir, ça va être un exemple illustratif, donc l'inventaire, donc il est en train d'être bouclé, donc les chiffres seront révisés encore une fois d'ici donc la publication du BUR 3. Donc, de pré-remplir un peu les formats tabulaires communs, donc les CTF du suivi de la CDN pour l'année 2021. Donc, comme vous le savez, donc, la COP 24, donc, elle nous a précisé comment on peut suivre donc, la CDN donc, à travers les MPG, donc les modalités, procédures et les lignes directrices. Et la COP 26, elle nous a fourni un peu les formats tabulaires qu'il faut remplir justement pour faire le suivi. Alors, donc, pour le premier indicateur, donc l'émission de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie sur la base des résultats provisoires de l'inventaire de 2021, on est à une hausse de 8,3%. Donc, tout à l'heure, donc Florent l'a bien précisé, l'a bien présenté. Donc, il y a l'équation avec les différents termes de l'équation. Mais ce que vous remarquez là, il y a un autre terme qui sont les émissions fugitives. Alors, pourquoi on a noté ce terme-là? C'est parce qu'on est dans un périmètre au niveau de la CDN actualisée qui correspond au périmètre de l'inventaire. Et c'est ce qui nous a permis de faire un croisement direct cette fois-ci entre ce qui a été prévu au niveau de la CDN et les émissions réelles. Par la suite, ça nous a permis aussi, donc, comme vous le savez, comme l'outil de décomposition, c'est un outil vivant, dynamique, donc de partir à partir de cet outil-là et d'aller sur un périmètre de CDN, donc la CDN2, et de faire l'analyse. Donc, cette hausse de 8,3%,
Donc, il fallait l'expliquer et justement, donc, c'est à travers la décomposition qu'on a eu donc, une réponse préliminaire pourquoi on a eu une hausse. Donc, cette hausse-là, donc, comme toute économie donc, qui a baissé donc, lors du Covid, donc, il faut s'attendre à une reprise de l'activité. Et donc là, on voit un peu donc, l'effet activité. Mais par contre, on a eu aussi une surprise en termes d'intensité d'énergie finale. Là, on a eu que c'est un facteur classiquement qui contribue à la baisse, donc que ce soit de la demande finale ou des émissions. Là, ce facteur-là, par exemple, entre 2020 et 2021, il a contribué à la hausse d'un facteur donc, ça prouve que, justement, comme l'a bien précisé Rafef, qu'il faut mettre en place des actions correctives, justement, pour corriger, donc, et rectifier le tir. Donc, on a aussi donc, eu un retour donc, sur les autres facteurs. On a vu aussi que pour les émissions fugitives, ils ont contribué à la hausse puisqu'il y a eu une reprise de la production pétrolière et gazière. Donc, finalement, on a le chiffre, donc 8,3, mais surtout, on a l'explication de ce chiffre entre 2020 et 2021. Donc, donc là, vous voyez que c'est une décomposition entre 2 années, entre 2020 et 2021. Donc, le deuxième indicateur de la CDN, donc, au niveau du secteur de l'énergie, c'était l'intensité carbone. Et l'objectif, je rappelle, il est exprimé en intensité carbone. Alors, en termes d'intensité carbone par rapport donc, à l'année 2020, on a donc eu un accroissement de 5% donc, du niveau de 2021 par rapport à 2020. Et donc, en appliquant la méthode de décomposition, on a eu donc des explications pourquoi on a eu cette hausse-là. Et là, on voit tout à l'heure, donc, Rafet vous a montré donc, l'exercice 2015-2020. Alors, l'intensité finale, elle contribuait à la baisse de l'intensité carbone. Et là, donc, dans cet exercice-là, entre 2020 et 2021, on est à une hausse. Et là, ça veut dire encore qu'en termes d'efficacité énergétique, il faut bien appliquer des mesures correctives donc, sur les politiques énergie-climat, justement, pour rectifier le tir. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer que la méthode de composition, c'est un outil donc, dynamique, vivant, qu'on peut ajuster et qu'on peut utiliser justement pour expliquer des variations et ne pas donner un simple chiffre, mais surtout comprendre est-ce que notre politique énergie-climat, donc, elle va dans le bon sens ou pas, parce qu'on est en train, donc, l'écart par rapport à l'objectif ou la trajectoire annuelle de la CDN, donc s'il y a un écart, comment l'expliquer? Et c'est justement là, à partir de cette méthode-là, qu'on peut avoir des éléments explicatifs. Donc, je continue. Alors, maintenant, je reviens un peu sur le cadre de transparence renforcé. Comme je vous ai bien indiqué au départ, donc maintenant, avec les MPG, on sait comment on va faire le suivi. Avec les MPG, on sait comment on va faire, comment on va rapporter. Alors, comment rapporter le suivi? C'est à travers le BTR, le rapport biennal de transparence. Et deuxième élément, ce sont les Common Tabular Formats, donc les tableaux, donc les formats tabulaires communs. Et là, donc, dans le schéma, vous voyez bien à gauche donc, un peu les rubriques à remplir pour le suivi de la CDN au niveau du rapport. Et à droite, donc, c'est un peu les tableaux à remplir. Donc, comme vous le voyez, il y a donc pas mal de choses à remplir pour le suivi de la CDN. Il ne suffit pas d'indiquer un chiffre au niveau donc, du rapport. Il suffit pas aussi d'indiquer un chiffre au niveau du tableau. Alors, il y a toute la partie sur les circonstances nationales. Il y a la description de la CDN du pays. Donc, on va reprendre un peu donc, les éléments de la CDN soumise, communiqués à la CNUC, en actualisant, s'il y a eu un recalcul au niveau de l'inventaire, les données de départ, c'est-à-dire de l'année de référence. Il y a aussi un peu l'information donc, nécessaire pour faire le suivi. Et au niveau de cette rubrique-là, vous voyez qu'il y a 4 tableaux clés. Donc, le premier tableau sur le choix des indicateurs donc, que le pays donc, va avoir en termes d'indicateurs de suivi de la CDN. Il y aura par la suite des définitions pour mieux comprendre les indicateurs et la CDN. Troisième tableau, c'est sur les méthodologies et les approches de comptabilité. Donc là, vous voyez un peu le recours, par exemple, au GITMO, les IPCC utilisés, est-ce que GIEC 2006, est-ce que c'est avant? Et le quatrième tableau clé pour le suivi de la CDN, c'est le Tracking Progress. C'est le quatrième donc, tableau, format tabulaire, donc, pour indiquer un peu le progrès. Avec ça, il y aura d'autres rubriques, donc au niveau du rapport et au niveau des tableaux. Par exemple, il y a un peu un rapportage sur les politiques et mesures en termes d'état d'avancement, un sommaire sur l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Il y a toute une partie aussi sur les projections des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire qu'au niveau du suivi de la CDN, il n'y a pas vraiment seulement donc, les 2 indicateurs à suivre, mais il y a pas mal de rubriques à remplir. Et ces rubriques-là, vous voyez, donc, on va les remplir au niveau donc, du rapport biennal de transparence, mais aussi au niveau des tableaux. Alors, donc, pour le premier élément, c'est du purement narratif.
Le deuxième élément, donc, c'est un élément narratif au niveau du rapport, mais aussi au niveau du format tabulaire. Pour les informations sur le progrès, donc, c'est du narratif dans le rapport et du format tabulaire aussi. Pour les politiques et mesures, pareil, donc c'est du narratif plus format tabulaire. Pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est du format narratif plus tabulaire. Et pour les projections aussi, c'est du format narratif plus tabulaire. Et ça reste une autre partie, autre information, donc c'est du format narratif. Alors, donc, la méthode de décomposition des effets, elle intervient justement au niveau donc, de deux rubriques clés du suivi de la CDN, là où on va rapporter le suivi de la CDN, donc au niveau de la rubrique C, à travers le narratif, donc le rapport, et le format tabulaire. Donc, dans le format tabulaire, on va le voir tout à l'heure à travers un exemple illustratif. Donc, on ne va pas donc mettre les résultats là-bas, mais plutôt on aura donc toute une rubrique au niveau du rapport biennal de transparence pour expliquer justement les variations entre 2 années, entre 3 années. Donc, on aura des éléments explicatifs ajoutés. Et comme vous le savez, ça va faciliter par la suite aussi la revue, puisque, comme vous le savez, suite à la soumission du rapport biennal de transparence, il y aura une revue internationale par des experts. Et donc, quand on aura une variation, donc, par exemple, entre 2 années, et une évolution du niveau d'émission de l'intensité carbone, donc, à expliquer, justement, la méthode de décomposition des effets va nous permettre d'avoir des éléments explicatifs. Pourquoi donc cet indicateur-là a évolué d'une telle façon? Alors, la méthode de décomposition des effets, elle intervient aussi sur la rubrique F. Tout à l'heure, donc, Florent l'a bien précisé au niveau des projections. Vous savez que maintenant, on doit faire les projections pour 3 scénarios, avec mesures existantes, sans mesures et avec mesures supplémentaires. C'est justement au niveau de ces projections-là qu'on peut utiliser la méthode pour voir un peu en prospective donc l'effet attendu de chacun des déterminants sur la variation des indicateurs. Donc, ça peut être donc, au niveau des émissions, ça peut être au niveau de l'intensité carbone. Et là, vraiment, l'analyse des compositions, c'est un élément très important pour expliquer les évolutions des indicateurs, que ce soit pour le suivi ou pour les projections des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, je termine par 2 exemples illustratifs de pré-remplissage des formats tabulaires. Là, comme je vous ai expliqué, on était sur 2021. L'objectif de la Tunisie, ça c'est un peu donc l'annexe qu'on devrait remplir pour reprendre les éléments clés de la CDN. Donc là, on était donc sur l'année 2021. Je rappelle que l'objectif au niveau du secteur de l'énergie, donc l'inconditionnel, c'est réduire l'intensité carbone 2030 par rapport au niveau de 2010 de 27%. Et pour l'objectif donc de scénario bas carbone, c'est réduire l'intensité carbone secteur d'énergie donc de 43% au niveau de la CDN actualisée en 2030 par rapport au niveau de 2010. Bien entendu, ça serait conditionnel donc, au support international. Alors, l'année cible, c'est 2030. Vous voyez qu'on remplit donc là l'année cible. C'est un objectif donc, pour une seule année, ce n'est pas donc, un objectif pluriannuel. Et là, vous voyez, au niveau donc, de cette ligne-là, on indique un peu le niveau de référence de l'année 2010, puisque l'objectif il est exprimé par rapport à 2010. Et la période de mise en œuvre, telle qu'indiquée un peu dans la CDN, c'est 2021-2030. Donc, et à partir de là, donc, vous voyez, donc là, par exemple, en termes de couverture d'émissions, cette fois-ci, on a couvert toutes les catégories d'émissions au niveau du secteur de l'énergie, comme donc, définies au niveau des guidelines donc, du siècle de 2006. Ça veut dire qu'on a donc inclus un peu les émissions fugitives, toutes les émissions liées au transport par gazoduc, toutes les émissions liées à l'industrie pétrolière et gazière, etc., etc. Et on inclut aussi tous les gaz. Donc, ce n'est pas exprimé seulement en CO2, mais le CO2, le méthane, l'N2O, etc., etc. Alors, donc, il y a aussi une rubrique donc, pour indiquer si on va utiliser donc, les approches coopératives et les ITMO pour la CDN. Donc, là, la Tunisienne a dit que pour réaliser sa contribution conditionnelle, donc, elle aura besoin donc, avoir accès donc, au financement international et une participation donc, au mécanisme de l'article 6. Alors, à la fin, il y a une rubrique très intéressante, donc, et très importante d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire, on vous donne au niveau du BTR et au niveau du format tabulaire la possibilité d'actualiser le niveau de référence de l'année 2010, de l'année de départ. Et puisque on a fait une édition 2022 de l'inventaire, on a révisé le chiffre de 2010. Et là, vous voyez qu'on était au départ au niveau de la CDN à 0,456, à 461. Et suite au recalcul au niveau de l'inventaire, on a changé vers 0,456. Et il fallait donc, au niveau du format tabulaire, préciser pourquoi on a changé donc, le niveau de référence.
Alors, on a changé le niveau de référence, mais l'objectif de la CDN reste le même, c'est-à-dire moins 27% en 2030 par rapport à 2010 et moins 43% en 2030 par rapport à 2010. Mais suite à tout recalcul de l'inventaire, il faut toujours réactualiser le niveau de référence. Donc, voilà. Et là, donc, le tableau 4, c'est le sommaire structuré, hein, donc structure summary. Donc là, on va faire donc, le suivi de la CDN, donc, selon donc, les exigences donc, de la COP24 en termes MPG et selon donc, les exigences de la COP26 en termes de format tabulaire à remplir. Donc là, on rappelle un peu donc, l'objectif en termes d'intensité carbone. Puisqu'on est au niveau de l'année 2021, on doit remplir donc la première colonne pour l'année 2021. Il y a d'autres lignes sur donc l'utilisation des ITMO. Bon, je ne les ai pas montrées, donc c'était juste purement illustratif pour vous donner un peu quelques exemples sur quelques lignes, mais il y a encore quelques lignes aussi à remplir si par exemple la Tunisie va donc autoriser donc le transfert des ITMO pour le marché volontaire. Donc, suite à ça, il faut faire par la suite donc, une comptabilité carbone pour avoir des émissions nettes. Mais ce n'est pas l'objet de notre réunion aujourd'hui, donc je focalise un peu sur le suivi de la CDN. Donc, première chose à remplir, c'est le point de référence. Donc, le point de référence, c'est l'année 2010. Et là, vous vous rappelez, on a choisi deux indicateurs, le niveau d'émission et l'intensité carbone. Donc là, pour le premier indicateur, on a indiqué le niveau de référence, donc pour l'année 2010, et pour l'intensité carbone, donc on a indiqué le niveau de référence. Au niveau de l'année 2021, on indique le niveau réel en 2021 sur la base de l'inventaire. Là, on est 30,7 par rapport à 28,8. Et en termes d'intensité carbone, on est à 0,441 par rapport donc, à 0,456 pour l'année de référence. Alors, là, on rappelle aussi, donc on chiffre un peu l'objectif, que ce soit pour l'inconditionnel ou le conditionnel. Par exemple, pour le niveau d'émission, donc c'était prévu au niveau de la CDN d'être 18% donc, en dessus de l'année de base et 8% donc, en dessous de l'année de base. Pour l'intensité carbone, c'est 27% en dessous de l'année de base et 43% en dessous de l'année de base pour le conditionnel. En rappelant un peu aussi donc, l'année cible de l'indicateur. Après, c'est là où on fait donc, l'évaluation du progrès accompli. On va comparer les émissions réelles, les valeurs réelles de l'année 2021 par rapport à l'année de référence. Donc là, on est à 7% par exemple pour niveau d'émission en dessus du niveau de référence. Et donc pareil donc, pour le conditionnel. Et pour l'intensité carbone, est 3%. Donc c'est-à-dire qu'en 2021, on a réduit le niveau de l'intensité carbone de 3% par rapport au niveau de référence de l'année 2010. Donc ça, les deux lignes-là, c'est très important parce que ça permet de remplir un peu les principales informations en termes de suivi du progrès accompli. Si vous voyez bien, il y a toute une autre ligne là donc pour remplir d'autres informations complémentaires. Là, toute supporting information for each indicator. Et là, vous voyez, puisque on parle d'intensité carbone, il faut aussi donc donner des informations sur l'évolution du PIB. Et là, donc, on a donc indiqué le niveau réel de PIB atteint, donc au même donc, prix constant en 2010. On a gardé donc la même année de base pour le prix de PIB, donc par rapport à un niveau de référence qui est 63,055. Mais là, on ne va pas comparer, ce n'est pas un indicateur, c'est une information complémentaire. Donc, on va pas, il n'y a pas du progrès donc, à suivre, c'est plutôt des informations complémentaires. Il y a aussi donc, on peut aussi donc, ajouter d'autres informations complémentaires. Donc, là, par exemple, on a indiqué le niveau donc, prévu au niveau de la CDN. Au niveau de la CDN, on a prévu, par exemple, au niveau de l'année 2021, 70 milliards en termes de PIB pour l'année 2021. Alors qu'en termes réels, on est à 69,5 en termes de milliards. Il y a aussi donc d'autres informations aussi qu'on peut donc ajouter. Ça nous permet aussi de faire l'évaluation du progrès accompli par rapport aux prévisions de la CDN pour l'année 2021. Tout ça sont des informations complémentaires, c'est-à-dire optionnelles. Donc là, ce qu'on a essayé d'indiquer, c'est le niveau d'émission tel que prévu en 2021 par rapport à 2010. Donc ça, c'est pour donc, le scénario inconditionnel. Et la ligne en bas, c'est pour le scénario conditionnel. Donc là, par exemple, on a donc prévu au niveau de l'année 2021 une baisse de 0,4% du niveau d'émission par rapport à l'année 2010. Au niveau du scénario conditionnel, on est moins 1,1. Donc, et là,
Et ce chiffre-là, donc je reviens encore une fois donc, à ce chiffre-là relatif à l'année 2021, on est 7% au niveau de référence par rapport au niveau de l'année de référence, et ça nous permet aussi donc, de faire une comparaison, un croisement entre ce qu'on a atteint au niveau de l'année 2021 en termes réels par rapport à ce qui a été prévu au niveau de la CDN. Donc ces informations complémentaires donc, peuvent aussi donc, nous aider à se comparer par rapport aux prévisions de la CDN. Alors, au niveau d'intensité carbone, l'exercice était aussi donc d'indiquer au niveau de l'année 2021 ce qu'on a prévu comme donc, réduction du niveau d'intensité carbone pour l'année 2021 au niveau du scénario inconditionnel et au niveau du scénario conditionnel. Et là, on va, par exemple, pour 2021, on a prévu pour le scénario inconditionnel une baisse de 10% par rapport à 2010. Donc, alors qu'en termes de réalisation, on est donc à une réalisation de 3% par rapport au niveau de 2010. Et là où donc, c'est là où donc l'importance de la méthode de décomposition des effets, parce que comme vous voyez, là on parle seulement de chiffres. On n'a aucun élément explicatif, et donc c'est là où on fait intervenir la méthode de décomposition des effets pour voir pourquoi on est en écart par rapport à l'objectif donc indicatif annuel donc tel que inscrit au niveau de la CDN. Donc la méthode elle est très importante. Sam, Voilà. je suis désolée, on a déjà Non, il n'y a pas de dépassé un souci, peu le j'aurais temps. terminé de toute façon. Voilà. D'accord, Merci beaucoup. C'est bon, tu as une dernière phrase si tu veux. Bah voilà, c'était juste pour vous remercier pour votre attention, pas plus. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Hossein, pour cette présentation très détaillée. On a déjà dépassé le temps un peu, mais je vous laisse encore le temps pour poser des questions à nos experts présents. Donc, si vous avez des questions, je vois déjà une. À vous la parole, Madou. Donc, bonjour. Moi, c'est So Mohamedou. Je suis le point focal transparence pour la Mauritanie. C'est juste peut-être un commentaire ou sinon une précision par rapport à ce que j'ai vu passer là dans les présentations. D'abord, je tiens quand même vraiment à féliciter la Tunisie pour la clarté de cette méthode, surtout la méthode de décomposition qui a été très bien expliquée. Et je crois que c'est vraiment un élément assez fécond qui pourrait nous inspirer, nous qui sommes en train de démarrer justement la mise en œuvre de notre CDN et surtout le volet transparence aussi. Donc, bravo à la Tunisie. Comme j'ai l'habitude de dire, la petite Tunisie qui est toujours grand et qui voit toujours grand, c'est bien, c'est très rassurant et c'est très bien. J'ai entendu parler de CDN1 et CDN2. Moi, si j'ai bien compris, au sortir de l'accord de Paris, les pays avaient fait ce qu'on appelait des CPDN. Et les CDN ont commencé plutôt à partir de 2020, parce que c'était 5 ans après, il fallait faire les CDN. Donc, est-ce qu'entre-temps, la Tunisie a eu le temps de faire une première CDN et que maintenant, ils sont dans une deuxième CDN? Je voudrais juste qu'on me précise un peu comment ils ont fait CDN1, CDN2. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, So. Peut-être on prend encore déjà la deuxième question et après on passe la parole aux experts. Donc, Moussa, à vous la question. Merci beaucoup. C'est plus une contribution qu'une question, mais toujours pour remercier au nom du PNUD et aussi à partir du gouvernement belge et du PATPA donc de nous avoir associés à cette activité-là. Je m'appelle Moussa Diop. Je suis le coordonnateur du réseau des pays francophones sur la transparence climatique, dont la Tunisie fait partie. Et c'est encore aussi un honneur pour nous aussi de voir les avancées qui ont été présentées tout à l'heure pour la Tunisie, mais aussi cette question de bonne pratique. Je pense que le cluster, le réseau aussi est là. Les collègues sont là, ils sont en train même de discuter sur WhatsApp pour dire que là, vous avez présenté des bonnes pratiques que les pays francophones pourront s'inspirer déjà par rapport à la mise en œuvre des indicateurs, mais aussi par rapport au retour que c'était pas fait par rapport à la présentation du tableur, que déjà, il y a des pays qui n'ont pas encore cette capacité renforcée sur comment on utilise ces tableurs, comment est-ce qu'on renseigne ces tableurs. Donc, c'était tout simplement vous remercier et remercier encore les autres collègues, peut-être de voir l'exemple que la Tunisie a présenté tout à l'heure en termes de bonnes pratiques et si possible même, pourquoi ne pas
s'inspirer de cette expérience de la Tunisie pour l'exporter dans les autres pays d'Afrique francophone. Merci beaucoup. Bien, mais c'est ce qu'on propose. Merci, c'est bien. Merci beaucoup, Moussa, pour ces mots très gentils. S'il n'y a pas d'autres questions en ce moment, peut-être Afef, tu pourras répondre à la première question de CDN 1 et CDN 2. Oui, alors déjà, je vous remercie pour vos questions, pour vos encouragements aussi. Et on reste toujours disponible pour éventuellement pour des échanges. Hein. Donc, pour la question de la CDN, oui, au départ, il y avait les CPDN, donc les contributions prévues déterminées au niveau national. Donc, la Tunisie a soumis en septembre 2015 la CPDN. Ensuite, à partir du moment où le pays ratifie l'accord de Paris, donc on passe d'une CPDN à une CDN. Donc, on était passé à la CDN 1. Ensuite, comme recommandé par l'article 4 de l'accord de Paris, tous les pays sont appelés à actualiser leur CDN. Au bout de 5 ans, donc entre 2015 et 2020, ça a été fait. Donc après 5 ans, la Tunisie a actualisé sa CDN pour avoir une CDN actualisée. Ce n'est pas vraiment la deuxième CDN, c'est la CDN actualisée, puisque l'accord de Paris entre en vigueur à partir de 2020. C'est la période officielle de l'accord de Paris, donc sur la période 2020-2025. Donc on a eu la CPDN qui est passée donc à une CDN, ensuite la CDN actualisée qui a été soumise en octobre 2021. Je ne sais pas si les collègues veulent rajouter aussi des choses. Je vois qu'il y a des mains levées, donc voilà, s'il y a des compléments à ma réponse. Merci, oui, très bien déjà. Merci pour la réponse. On a encore quelques questions, donc je propose de le prendre encore. Il y a une dans le chat qui est: est-ce qu'il y a un mécanisme pour faire le suivi pour les mesures d'adaptation? Et je vois aussi encore une main levée de la part de Mounoui. À vous la parole. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour cette initiative très pertinente qui m'a permis quand même de comprendre que entre les émissions de 2 années, on peut bel et bien avoir des facteurs explicatifs. Des facteurs qui expliquent comment est-ce que, pourquoi ces émissions ont augmenté et aussi les facteurs qui contrebalancent encore ces émissions. C'est vraiment assez innovant parce que les graphiques qu'on a l'habitude de voir nous montrent juste la variation entre 2 années, mais sans aborder ces facteurs. Et pour ça, vraiment, je vous remercie et je vous en félicite. Alors, ma question que j'aimerais poser à ce niveau, c'est comment est-ce qu'on a pu capter ces facteurs dès lors que c'est des variables explicatives qui doivent donc expliquer les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans l'approche globale que dans l'approche sectorielle. Comment est-ce qu'on a pu capter ces facteurs? Est-ce que c'est à travers une analyse de leur corrélation avec les émissions? Parce que j'imagine qu'il doit avoir beaucoup de facteurs sur lesquels il faut trier pour aboutir à ces facteurs. Je salue aussi la pertinence de l'outil dès lors qu'il permet d'orienter les prises de décision. Je pense que dans le cadre de la transparence, c'est un outil quand même qui va jouer un rôle très capital parce qu'il va permettre quand même de revoir les mesures s'il faut selon donc les données. Ensuite, donc c'est ça la première question pour me résumer, c'est de savoir comment est-ce qu'on a pu capter ces facteurs qui expliquent les émissions en plus et en moins. Ensuite, la deuxième question, pour le cas par exemple de mon pays, le Niger, où l'essentiel des émissions émane donc du secteur AFAT, donc Afoulou, et aussi du secteur de l'énergie. Est-ce que la méthodologie, elle est transposable dans le secteur AFAT? Voilà les questions auxquelles je souhaite avoir des éléments de réponse si possible. Je vous remercie encore
pour vraiment la pertinence de cet outil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des volontaires à répondre à cette question et aussi à la question dans le chat? Moi, si je peux, Elena, si je peux répondre par rapport à ça, effectivement, donc c'est des très bonnes questions. Sur les grands déterminants énergétiques, c'est des choses relativement documentées dans la littérature et dans les études, avec plusieurs facteurs qui font varier les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. On peut le voir effectivement sur des exercices de corrélation. On peut aussi avoir parfois une décomposition qui, a priori, intègre plus de facteurs et où on se rend compte que ça n'a que peu d'impact. Dans quel cas, on ne la met pas dans le graphique en cascade puisqu'on considère que l'impact, il est pas significatif. Donc, on peut aussi faire des choix méthodologiques d'avoir quelque chose de plus détaillé, sachant que, je le rappelle, on est souvent limité par les données disponibles. Mais c'est tout à fait possible. Et par rapport au secteur AFAT, nous, on ne l'a pas fait, mais je vois pas ce qui empêcherait de faire une étude similaire et d'adapter l'outil par rapport à ça. Après, ça peut être traité comme un bloc qui est décomposé en 3 effets, 4 effets, 5 effets. Il faut voir les données disponibles et quels vont être les grands déterminants par rapport à ça. Donc ça peut être des niveaux de construction, des niveaux de développement de l'agriculture. Il faudrait voir ce qu'il pourrait y avoir derrière pour adapter la même méthodologie. Mais c'est des méthodologies statistiques qui sont adaptées à plein de domaines différents, y compris dans les estimations socio-économiques à l'échelle, au niveau des agrégats et à l'échelle des autres pays. Donc, voilà, la méthode en tout cas n'est pas du tout spécifique aux émissions et à l'énergie, mais elle est très appréciée dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Florent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore répondre à la question du chat concernant les suivis de mesures d'adaptation? Sinon, j'ai vu que Mia que tu as mentionné dans le chat aussi, Laure, si vous voulez. Juste pour l'adaptation, je dirais non. Je dirais que l'adaptation est tellement spécifique selon le contexte qu'il n'y a pas un outil qui peut faire le suivi, malheureusement. Donc, il faut voir vraiment très spécifiquement qu'est-ce qu'on voudrait mesurer par rapport au suivi de l'adaptation. Mais s'il y a intérêt, on pourrait toujours faire un autre webinaire sur l'adaptation. Oui, je vois quand même encore la main aussi de Houssem. Donc, je ne sais pas, Oui. Houssem, est-ce que tu as voulu, oui, avant de laisser peut-être la parole à Laure-Sophie pour aussi conclure. Parfait. Non, c'était juste pour apporter des éléments complémentaires à l'intervention de Rafef tout à l'heure. C'est pour dire par rapport à la CDN et pour répondre à Monsieur Moussa. En fait, comme vous le savez, donc, il y a les pays qui ont un objectif inscrit au niveau de la CDN, donc, qui est relatif à l'année 2025, devraient soumettre une deuxième CDN. Alors que les pays qui avaient un objectif avec inscrit pour l'année 2030 devraient mettre à jour leur première CDN. Et pour la Tunisie, puisque notre objectif était en 2030, il s'agit bien d'une mise à jour de la première CDN et non pas une deuxième CDN. Voilà, c'était juste pour expliquer donc ce point-là. Et après, c'était juste pour revenir sur Afolu. Oui, donc la méthode, elle est applicable. Il faut choisir donc les bons déterminants, comme l'a bien précisé Florent. Il faut construire la bonne équation à partir des bons déterminants. Voilà, il faut avoir donc une équation donc avec les bons déterminants et c'est applicable même si c'est pas très répandu donc dans la littérature. Merci. Laure, si vous voulez dire quelque chose? Oui, alors pour répondre à la question qui a été posée par Miyako, enfin répondre. Donc nous, on a un outil de comptabilité des mesures, enfin de comptabilité des actions climatiques sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans le secteur AFOLU. Donc c'est l'outil NEXT, Nationally Determined Contribution Expert Tool. Il est basé sur la méthodologie du GIEC, donc ça n'a rien à voir en fait avec ce qui a été présenté précédemment. Nous, on fait vraiment une estimation donc année par année sur l'implémentation de telle activité dans la réduction de la reforestation, gestion en conservation de l'agriculture. Donc, ils sont implémentés à des moments différents, qui sont mentionnés dans la CDN, ou autres. Et donc, quels sont leurs impacts à long terme, puisque l'outil a une fenêtre de mesure et de visibilité sur 30 ans.
Donc, en fait, on peut analyser une CDN qui commence avec des actions qui commencent en 2020 et on a un aperçu jusqu'en 2050. Donc, ça permet de voir aussi où est-ce qu'on peut encore aller à chercher, développer des activités qui pourraient permettre de réduire davantage les émissions dans le secteur, ou en tous les cas aussi quelles sont leurs contributions à l'échelle de l'économie. Donc, c'est différent, mais ce sera intéressant de parler avec Florent et Oussem, justement, parce qu'il y a peut-être moyen de travailler ensemble là-dessus. Donc, les approches ne sont pas pareilles, sont différentes, parce que nous, c'est un outil de bilan carbone, mais en annuel. Donc, très pratique. Et donc, c'est pour les CDN, pour les LTS, pour les programmes, les NAMA, toute action climatique, quelle qu'elle soit, couvrant tout le secteur à flou, sachant que nous, on n'a pas encore intégré le secteur énergie. Pardon. Nous, on aimerait bien le faire, puisqu'on a le module du bois récolté, et donc il y a des finalités en bioénergie, et donc on aimerait bien coupler ça, et aussi sur la gestion du fumier aussi. Voilà. Next en 2 minutes. Merci beaucoup pour cette Merci, oui. présentation. Il y a peut-être une dernière question de la part de Naufel de CPSL en Tunisie. Bonjour à tous, merci bien pour la qualité des interventions des intervenants. Juste une petite question, peut-être un petit peu dans le cadre de financement des projets, dans le rapport biannuel de transparence, est-ce qu'il existe une partie consacrée au financement des projets? Ça veut dire le cadre financier, comment la partie où on trouve la partie inconditionnée, la partie conditionnée, les efforts de la politique déployée pour la mobilisation des ressources de financement tels que locaux ou internationaux. Donc, juste une petite question dans le cadre de rapport de transparence biannuel. Merci. Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Si je peux me permettre, Elena. Oui, Bienvenue. merci beaucoup. Alors, par rapport à cette question, merci, elle est très pertinente. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un peu les formats tabulaires pour le suivi de la CDN. Avec ça, il y aura des formats tabulaires pour le suivi du support dont on a besoin, nécessaire. Il y aura des formats tabulaires pour le suivi du soutien reçu. Donc, 2 types de formats tabulaires. Et c'est justement au niveau de soutien nécessaire qu'on peut indiquer donc, au préalable donc, les projets, les actions d'atténuation qu'on veut financer. Donc, ça, c'est le soutien nécessaire. Et par la suite, donc, faire un tracking du soutien donc, financier, transfert technologique et renforcement de capacité reçu. Il y a des formats tabulaires assez précis donc, à remplir, que ce soit en narratif, mais aussi au niveau donc, des formats tabulaires. Voilà, donc c'est prévu au niveau donc, de la structure du rapport, au niveau donc, des formats de rapportage. Merci. Super, Voilà, merci beaucoup. Donc, je n'ai plus de questions pour ce moment. Donc, je vous remercie encore à tous les présentateurs et présentatrices et aussi aux participants pour vos questions très pertinentes. Voilà, comme ça, on peut terminer ce webinaire et j'espère de vous retrouver bientôt. Merci beaucoup. Merci Elena, merci Michel. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.